Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Simon Kaiser, Fédéralisme territorial et fédéralisme personnel. Réflexion sur les statuts personnels dans les États multicommunautaires, 2021. Salvatore Palidda, 20 ans après les brutalités policières du G8 de Gênes, 2021. Jacques Langlois, Comment va le système capitaliste, 2021. Xavier de Montille, Un succès solidaire face à la pandémie, 2021. Jacques Aron, Du malheur de mêler Dieu aux affaires humaines. La question juive dans tous ses états, 2021. Bénédicte Berthe, Bien-être, question de gestion, 2021. Bertrand Navin, Vivre à l'heure de l'innocence impossible, 2021. Pascal Mounier, Étiologie d'une décadence, de l'érosion du discours politique à la ruine de l'autorité des institutions, 2021. Eguzki Urteaga, Le processus de paix au Pays Basque, 2021. André Borowski, Considérations sur les pathologies religieuses. Contra religiones, 2021. Mohamedou Ba, L'école sénégalaise face aux enjeux de la modernité. Un défi lancé à l'État et aux populations, 2021. Mohamedou Ba, Le maître d'école. Quelles ressources pour un enseignement-apprentissage de qualité? De l'implicite à l'explicite, 2021. Gabriel Ramirez Moral, Le fameux télétravail. Piège, danger et surtout les bienfaits, 2021. Charles-Édouard Leroux, L'avenir d'une déception, Vivre des temps incertains, 2021. Seung-man Baek, Écosystème urbain et architecture en Asie orientale, 2021. Michel Bosque, Le jouet miroir de la France. 1900 à 2000, 2021. Christiane Lopez, Des élus locaux face à la collusion des égoïsmes. NIMBY, Not in my backyard, 2021. Mohamed Djeriouat, L'intégration par la langue. L'impact du contrat d'intégration républicaine, CIR, sur les réfugiés, 2021. Sébastien Janicki, Postmodernité et éthique appliquée. Société, travail et politique, 2021. Dédicace. À la mémoire. Hommage à mon père Aristide Massamba MAMFUKA, professeur d'université, ancien secrétaire académique de l'IDR. Institut de développement rural, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, diacre et père de famille, assassiné dans notre maison de Mpissa lors des événements du Congo-Brazzaville de décembre 1998 et dont le corps n'a jamais été retrouvé et ancien M22. Que ta mort ne reste pas dans l'oubli, car tu as réellement existé. Que ta disparition et celle de bien d'autres personnes ne restent pas impunies. Que les victimes directes et indirectes de ces événements trouvent au travers de ce livre un début de réconfort qu'ils n'ont pas eu. Et que ce travail honore la mémoire pour cet homme modèle que tu resteras pour moi. Tu nous manqueras à jamais. À mon oncle Matoumpampoll Prosper, assassiné lors des événements des M22 et dont la tombe restera secrète. On ne saura jamais où tu reposes. Tu vis à jamais dans nos mémoires. Exergue. Il ne suffit pas toujours de mettre un terme aux conflits armés, de réparer les édifices détruits, d'organiser le retour des réfugiés. Il ne suffit pas de rétablir l'ordre dans les rues, il faut rétablir l'ordre dans les esprits, telle est ma prière. Sigles et abréviations. Préface. Il est souvent des concepts comme de l'air. Ils entrent dans nos vies, dans nos paroles et même dans nos actes, sans s'annoncer, sans se présenter, tout en s'imposant comme indispensables. C'est la force du temps et la multiplication des occurrences d'usage, et aussi, malheureusement, la propension à la distorsion du sens de certains concepts qui les révèlent autrement plus évanescents.
Cette évanescence laisse à découvert la fragilité des différents emplois des mots. C'est ainsi que le concept de génocide est entré dans nos langues pour nommer ce que le président Churchill appela en 1941 « a crime without a name », c'est-à-dire le crime sans nom. Le monde entier a pu mesurer la dimension d'horreur dont des humains pouvaient se rendre coupables envers une autre fraction des humains, soit spontanément, soit suite à une froide planification. Fort heureusement, l'humanité a tout de suite saisi cette emprise maléfique du bout du combat contre l'impunité et de la sanction judiciaire magistrale. Cependant, il reste que certains crimes présentant les critères de qualification de génocide sont ignorés. Par ailleurs, malgré de multiples condamnations de génocidaires en 2020, de futurs crimes de cette catégorie sont encore en déploiement ou en voie de l'être, n'eût été une vigilance accrue de forces internationales multidimensionnelles. La seule évocation des douleurs, physiques et morales, quasi indélébiles des victimes, ajoutée à l'éventualité d'une réactualisation du génocide, donne alors à l'ouvrage de Madame le Dr Méline Renée Massamba BENIE une dimension de mission dualiste, d'éveil, de veille. L'intitulé de l'ouvrage, Le génocide selon Nuremberg, l'ex-Yougoslavie et Rwanda, est en lui-même une donnée du souvenir. Pour en convaincre, on note que l'auteur revient avec force détails sur les contours d'un concept désormais pris dans les taux d'un droit international. La puissance de l'histoire du droit, dont les références scientifiques les plus convaincantes ont été privilégiées par l'auteur, devrait emporter le lecteur dans une des réalités avérées de ce crime contre l'humanité. Les travaux du professeur LMKIN et spécialement les données de la jurisprudence internationale, sont intensément exploités pour restituer 3 histoires ayant ce crime en commun. Qu'il s'agisse des auteurs, hommes et femmes, oui, une génocidaire qui mérite toute une section dans l'ouvrage, ou des victimes de tous les âges, les rôles sont savamment restaurés dans l'ouvrage. La démarche de l'auteur a consisté en effet à décrypter les différents procès, au cours desquels toutes les vérités autour de ces 3 génocides historiques ont été manifestées. On appréciera, en restant dans l'optique de l'éveil qui imprègne l'ouvrage, le rôle des acteurs internationaux, et singulièrement la controverse autour de leurs interventions. Il est utile ici de restituer la synthèse faite par l'auteur relativement aux 2 tendances axiales de cette controverse. Si certains observateurs estiment que face à l'impunité des crimes de guerre et de génocide, la communauté internationale s'est dotée de moyens de droit et de sanctions, d'autres au contraire pensent que les tribunaux internationaux concernent en priorité les États les plus faibles. Il y a là effectivement des réponses attendues, ce qui induit une veille assidue autour des questions relatives au combat contre le génocide, qui, selon l'auteur, devrait être un combat contre tous les génocides. Éveiller le lecteur sur les contours plus ou moins acceptés du génocide, et les limites effectivement démontrées de l'action autour de ce crime, n'étaient pas les seuls objectifs finaux de l'ouvrage du Dr Massamba. Au-delà, il faut leur adjoindre un appel fort pour une veille absolument nécessaire, d'une part, autour du suivi des actions, et aussi d'autre part, attirer l'attention sur l'incomplétude de celle-ci. Ce n'est pas en effet sans une idée sous-jacente que l'auteur analyse l'évolution du rôle de la victime autrefois réduit à la qualité de témoin, pour laquelle l'auteur, avocate de profession, revendique une justice équitable. Pour tout dire, elle se fait le chantre d'un droit de la victime sur le plan international, un droit dans lequel la protection des victimes devrait être institutionnelle. L'auteur déplore que la réparation des victimes n'ait pas été possible devant le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, et peut donc saluer la prévision d'une réparation dans le statut de la Cour pénale internationale. En somme, selon elle, dans le futur, la victime devrait avoir une place beaucoup plus importante et mieux participer au processus pénal. Il semble que dans les préfaces, il soit plus indiqué de présenter l'auteur plutôt que l'œuvre. Le choix inverse ici fait, n'a pourtant pas empêché que se dessine en filigrane un certain portrait moral et intellectuel de Madame le Dr Méline Renée Massamba. Le seul intérêt porté sur ce sujet du génocide, assez sensible pour un enfant dont le père a été assassiné et dont la famille n'a jamais pu en obtenir justice, peut être vu comme le cadre imaginaire de ce portrait moral. Or, en allant au-delà d'une possible motivation découlant de cette douloureuse aventure personnelle, on retrouve une autre vertu chez l'auteur, ressort d'une volonté intrinsèque de contribuer contre le génocide. Car,
Prendre la plume pour l'éveil des lecteurs de 2020 sur le génocide et relancer la veille afin que le combat contre tout génocide devienne aussi le combat pour la réparation de toute victime, s'impose comme l'indicateur d'un engagement par-dessus soi. Que dire enfin ? Que l'ouvrage, Le génocide selon Nuremberg, l'ex-Yougoslavie et Rwanda, est certes un sujet de droit et dont on peut croire la cible limitée. Que cependant, touchant à un crime contre l'humanité, le vœu doit être formulé que chaque lecteur comprenne qu'en réalité, le seul objectif final de cet ouvrage est de marteler que le génocide continue de nous interpeller et de nous interpeller tous. Il suffit d'en rappeler la quintessence, la destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique. Professeur Marie-Colette KAMWE, MOUAFFO épouse KNGNE, maître de conférence à l'université de Ngaoundéré, Cameroun. Introduction. Dans son traité des délits et des peines, Beccaria cite Montesquieu en disant « Tout châtiment dont la nécessité n'est point absolue devient tyrannique » et ajoute « Proposition qu'on peut rendre plus générale en l'exprimant ainsi. Tout acte d'autorité exercé par un homme sur un autre homme est tyrannique s'il n'est pas absolument nécessaire. » Il poursuit en précisant « L'intérêt de la société est non seulement qu'ils ne se commettent point de crimes, mais encore qu'ils soient plus rares à proportion qu'ils en violent plus les lois. Le tort qu'ils font au bien public et les motifs qui portent à les commettre doivent donc être la mesure du frein qu'on cherche à leur opposer. Il doit donc exister une proportion entre les délits et les peines. Dès lors, on attend d'un État soucieux de la protection de son ordre public ou garant des libertés individuelles une juste répression des actes infractionnels commis. Cela rejoint la thèse de Beccaria lorsqu'il dit « C'est donc la nécessité qui a contraint les hommes à céder une partie de leur liberté, et il est bien certain que chacun n'en veut mettre dans le dépôt public que la plus petite portion possible, c'est-à-dire précisément ce qu'il en faut pour engager les autres à le défendre. Or l'assemblage de toutes ces plus petites portions possibles de liberté constitue le droit de punir. Tout ce qui s'écarte de cette base est abusif et non juste, on doit le regarder comme pouvoir de fait et non de droit. Ainsi, le souverain à qui ils ont cédé ces portions de liberté, plus il conserve de liberté à ses sujets, plus la sûreté publique est sacrée et inviolable, plus les peines sont justes. Il doit donc assurer la protection de toutes ces libertés en légiférant et en nommant des magistrats, tiers pour juger de la vérité. D'après ces principes, tout châtiment qui va plus loin que la nécessité de conserver ce lien est d'une nature injuste. Bien évidemment, et c'est dans ce sens que certains phénomènes, lorsqu'ils ont marqué ou bouleversé l'opinion internationale, doivent faire l'objet d'une prise de conscience, d'un débat, voire d'un examen réfléchi dans les institutions internationales, régionales ou nationales. Le concept de génocide n'a pas échappé à la règle. Il est, selon les termes des Nations Unies, un crime qui bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes pertes à l'humanité. Le génocide est bien entendu contraire à la loi morale, qu'à l'esprit et aux fins des Nations Unies. Pour autant, comme le signalait Delphine Thiel, il est un domaine que seule la communauté internationale est à même d'appréhender. Celui des crimes internationaux, ceux qui bouleversent toute cette communauté, la conscience universelle et qu'on ne peut décemment pas laisser impunis. Il est au demeurant exact que chaque État, conscient de ce problème, met en œuvre une compétence universelle pour pouvoir réprimer en son sein la commission de telles infractions. Aujourd'hui, plusieurs pays connaissent de multiples conflits armés au niveau interne ou international. Certains de ces actes sont reconnus et réprimés au niveau international, Rwanda, ex-Yougoslavie, d'autres non, Congo-Brazzaville, au grand dam des citoyens. Aussi, observons-nous que la liberté qui devrait être l'un des principes élémentaires de notre vie, selon la pyramide de Maslow, est sans doute le principe le plus bafoué de notre monde. Telles sont les raisons qui président au choix de notre étude, à savoir l'application du concept de génocide établi par la jurisprudence des tribunaux pénaux, Nuremberg, Yougoslavie et Rwanda. Il est constant que la question des droits de l'homme n'a cessé d'être présentée comme absolument prioritaire dans les relations internationales. Ce alors que les droits de l'homme sont bafoués par les États ou par certaines grandes puissances qui, de quelque manière que ce soit, participent indirectement dans les conflits internes pour des raisons économiques. Il suffit pour le démontrer de constater que la question des droits de l'homme disparaît lorsqu'il s'agit de signer des contrats fabuleux avec les pays qui violent les droits de l'homme. Les exemples ne manquent pas,
le Kazakhstan ou Corée du Nord. René Cassin affirmait à juste titre lors de la conférence du prix Nobel de 1968 qu'il n'y a de tâche plus urgente pour la sauvegarde des droits de l'homme que celle de prévenir les conflits armés et d'en réprimer la perpétration. Par ailleurs, des conflits entre la Russie et la Tchétchénie, l'Israël et la Palestine pour ne citer que cela, montrent à quel point les pays impliqués outrepassent les lois de la guerre, alors que le droit des conflits armés devrait être un droit du moindre mal, selon la célèbre citation de Pictet, « Ne fais pas à ton ennemi plus de mal que ne le permettent les lois de la guerre ». Aussi, la montée des conflits armés et de crimes de génocide nous ramène à des questions suivantes. Les différents tribunaux internationaux ont-ils les moyens de faire respecter la justice internationale ? Ne sont-ils pas des appareils sous influence des grands États tels que les États-Unis, la Russie, la France ? À l'inverse, si un membre ressortissant de ces États venait à être inculpé, serait-il jugé par la justice de son État pour les questions d'honneur ou par les tribunaux internationaux ? Quelle est la légitimité du Tribunal pénal international, TPI, institué par le Conseil de sécurité, alors qu'il aurait dû être créé par l'Assemblée générale de l'ONU ? Enfin, qu'en est-il des massacres perpétrés au Congo-Brazzaville ? Peut-on les considérer comme des actes de génocide ? Pour certains, note Robert Charvin, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, comme les autres tribunaux ad hoc et la Cour pénale internationale créée dans son sillage, sont des juridictions politiques. Il reproche à la justice politique d'être toujours au cœur des contradictions de chaque moment historique, au sein de chaque État comme dans l'ordre international. À ces questions, les réponses sont loin d'être unanimes. Si certains observateurs estiment que face à l'impunité des crimes de guerre et de génocide, la communauté internationale s'est dotée de moyens de droit et de sanctions, d'autres au contraire pensent que les tribunaux internationaux concernent en priorité les États les plus faibles. Nous pouvons néanmoins être d'accord avec M. Charvin que la création des tribunaux ad hoc s'inscrit officiellement dans le cadre politique et diplomatique pour en finir avec l'impunité des individus responsables de crimes de masse. Cela rejoint donc les propos de Delphine Thiel dans sa thèse, selon lesquels le principe au déder, au punir, ne peut en effet se contenter d'une justice parcellaire prononcée dans un pays en guerre ou dans un pays où toute expression est empreinte de voile de la haine. Une justice impartiale, internationale a donc dû être mise en place sous la forme de l'instauration de tribunaux ad hoc. Ainsi, les tribunaux pénaux internationaux ont vu le jour moins de 50 ans après la tenue des tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, dont la mission était de réprimer les actes commis par les hauts responsables lors de la Seconde Guerre mondiale. À cela, il faut également ajouter les différents tribunaux pénaux internationalisés, Cambodge, Sierra Leone, Timor-Leste. Ces tribunaux sont qualifiés de troisième génération des juridictions pénales internationales, en ce qu'ils correspondent à une forme sui generis de juridiction. Elles se caractérisent par la combinaison d'éléments de droit interne et de droit international, et par la volonté de rendre une justice efficace et crédible dans la reconnaissance de la responsabilité des auteurs de crimes graves violant le droit international humanitaire. Il convient de noter que le TPIR a été remplacé le 1er janvier 2016 par le mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux, et ce mécanisme a également remplacé le TPIY. Toutefois, le crime de génocide ne peut être compris sans une clarification des notions apparentées, telles que le crime de guerre, le crime contre l'humanité. On peut dire que le crime de génocide est un crime d'une gravité exceptionnelle. Certains le considèrent comme une forme aggravée de crime contre l'humanité. Il représenterait les mêmes caractéristiques d'organisation, d'ampleur, le même fondement discriminatoire que le crime contre l'humanité. À la différence du crime contre l'humanité, il faut reconnaître et prouver pour la perpétration du crime de génocide l'existence d'une intention de détruire l'un des groupes humains spécifiquement visés dans la définition classique de l'infraction posée dans la Convention de 1948. En ce qui concerne le crime contre l'humanité, l'agent vise à atteindre l'individu ou même plusieurs individus, en raison de leur conviction politique ou de leur appartenance à un certain groupe social ou religieux. Dans le cas du génocide, l'agent en attaquant l'individu vise à détruire ou à persécuter des entités humaines, en tout ou en partie, en raison de leur caractère particulier, d'ordre national, ethnique, racial ou religieux.
À la différence du crime de génocide, le crime de guerre s'applique pour les dommages causés tant aux civils qu'aux militaires. La norme condamnant le génocide protège des groupes humains déterminés contre des atteintes commises en temps de guerre ou en temps de paix. Contrairement au crime de guerre, le caractère civil, la nationalité ou la situation des victimes, qu'elles soient malades, blessées ou en pleine santé, prisonnières ou en liberté, qu'elles participent ou non à une action de combat n'importe pas. Le génocide ne vise pas à limiter les méthodes ou les moyens de guerre, mais plutôt à protéger de la destruction les groupes ciblés par la norme. Ainsi popularisé par le génocide de Rwanda en 1994 puis en ex-Yougoslavie, cette notion juridique de création récente est à la fois un problème ancien et un problème nouveau. À l'ancienneté du problème, le sentiment d'impunité. Un contexte d'apparition. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'humanité a pris conscience qu'elle avait acquis les moyens de sa propre destruction, et qu'elle avait franchi le seuil jusqu'alors toléré de l'inhumanité de l'homme envers l'homme. C'est dans ce cadre-là qu'intervient l'ONU qui, face à ces nouveaux types de conflits et dont la Charte de 1945, affirme à de multiples reprises sa foi dans les droits fondamentaux. L'ONU mettra donc en place des juridictions pénales internationales, dont la compétence se limite à la responsabilité pénale d'individus présumés, auteurs des crimes internationaux les plus graves. Relativement à la même époque, apparaissait un nouveau concept qui désignait l'une des formes les plus graves de l'agression et qui signifiait la destruction massive intentionnelle d'un groupe, génocide. 2. Qualification. Face à la multiplication des guerres, le problème de la qualification des crimes s'est posé afin de pouvoir condamner les responsables en fonction de la gravité des actes commis. D'où la création d'un certain tribunal international pour les personnes présumées responsables de violations graves de droits humanitaires commises sur des territoires bien précis. À la différence des deux récents tribunaux, TPI et TPIR, après la Deuxième Guerre mondiale, il fut institué 2 tribunaux militaires. Le contexte de cette création fut différent, car les TMI furent créés par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale pour juger les personnes qui se trouvaient entre leurs mains, tandis que les 2 derniers ont été créés par une instance, le Conseil de sécurité. Les statuts des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie, TPIY et le Rwanda, TPIR, qui font l'objet des résolutions 827 du 25 mai 1993 et 955 du 8 novembre 1994 du Conseil de sécurité, adoptées en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, constituent la base juridique de la compétence rationnée matérielle de ces tribunaux. On peut donc dire avec John Lowland que les tribunaux pénaux internationaux incarnent et véhiculent le contraire des principes fondateurs du système international d'après-guerre, et ils en inversent la logique. Pendant longtemps, le mot génocide fut difficilement employé, car trop chargé d'histoire, la pratique lui préférait des formules plus contournées. Depuis quelques années, cette réserve tend à disparaître. Ainsi, les accusations de génocide se multiplient de plus en plus, rwandais, yougoslaves et plus récemment congolais, etc. Ce mot fut banalisé jusqu'à être repris par toute personne qui se considère, du fait de son appartenance à un groupe quelconque, victime d'une injustice ou de persécution. Pourtant, il s'agit pour certains, juifs, de crimes absolus dont le caractère unique ne saurait être remis en cause. Ils représentent pour d'autres un substantif passe-partout qui leur permet de se poser en victime à tout propos, voire de renverser leurs responsabilités en accusant ceux qu'ils persécutent de chercher à les détruire. En effet, la notion est employée surtout pour incriminer indistinctement tous les actes ou comportements criminels dès l'instant où ils causent un nombre important de victimes. Le génocide trouve sa première consécration officielle dans l'acte d'accusation dressé contre les grands criminels de guerre traduits en justice devant le tribunal de Nuremberg. En outre, bien que ne figurant pas explicitement dans le statut du tribunal militaire international de Nuremberg, on pourrait néanmoins considérer que le mot génocide était compris dans l'expression crime contre l'humanité, que l'on retrouve dans son article 6e. Dès sa conception, la notion de génocide fut enfermée dans une convention qui interdisait toute réflexion au-delà ou en deçà de ce cadre légal. Le génocide est par essence immoral. Il n'y a pas de bon génocide, pas de génocide juste en comparaison à la notion de guerre juste.
Il est défini en premier par Lemkin comme la destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique. La Convention sur le génocide vient officialiser la notion et le définit comme un quelconque acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Par ailleurs, depuis la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, plusieurs historiens ont abordé la problématique du génocide. Cependant, les juristes sont demeurés à l'écart des travaux qui ont cherché à mettre en évidence les mécanismes par lesquels des populations ont été, ou sont assujetties à des conditions telles que leur existence se trouve en réalité mise en cause, si bien que la volonté délibérée de les détruire ne saurait faire de doute. B. Nouveauté du problème, moyens de répression. Ce sujet est d'actualité, compte tenu des répétitions des crimes au niveau international. La notion a soulevé beaucoup de passions, face aux massacres survenus dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda. Ainsi, le concept de génocide a été appliqué de manière différente lors des 2 tribunaux ad hoc institués par le Conseil de sécurité. L'activité jurisprudentielle du TPY offre les premières interprétations juridiques de la notion de génocide, lesquelles sont susceptibles d'apporter un éclairage inédit sur ce concept majeur du droit international pénal. Les jalons s'inscrivent dans le cadre spécifique de certains actes d'accusation présentés au tribunal et de certaines affaires que le tribunal traite conformément à l'article 61 de son règlement de procédure et de preuve. Ce tribunal pose la définition du crime de génocide et celui de la responsabilité des supérieurs. Dans son premier jugement, ce tribunal va interpréter la définition internationale reconnue du crime de génocide qui se trouve aux articles 2 et 3 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. L'institution des 2 derniers tribunaux symbolise l'importance grandissante de l'évolution du droit international humanitaire à l'égard du grand public et des spécialistes. La création successive des 2 tribunaux marque une étape majeure du développement du droit international humanitaire. Ainsi, nous ne pourrions négliger le rôle capital joué par les 2 tribunaux ad hoc dans la poursuite pénale des responsables de violations graves de ce droit. La mise en place des juridictions a entraîné plusieurs conséquences majeures que nous pourrions situer en 4 temps. Premièrement, les jugements rendus par ces juridictions permettront de faciliter un développement de la jurisprudence relative aux crimes de génocide. En second lieu, le principe de la responsabilité pénale individuelle directe en droit international est désormais établi. Troisièmement, la création des 2 tribunaux a contribué à relancer le débat relatif à la création d'une Cour criminelle internationale permanente, qui est déjà instituée récemment. Quatrièmement, la création des tribunaux ad hoc peut fournir une contribution fondamentale non seulement au développement du droit international humanitaire, mais aussi à l'essor de la justice internationale. C'est problématique générale. 1. Position du problème. Nous voulons dès lors clarifier la notion de génocide telle qu'elle est appliquée par les tribunaux ad hoc. Plus exactement, il s'agira de démontrer dans ce travail la manière dont les tribunaux ad hoc vont pouvoir qualifier les actes qui leur sont soumis comme étant des crimes de génocide. Et comprendre, comme dans le procès des accusés du génocide rwandais, les processus de bascule dans une commune et comprendre le rôle des autorités dans la génération de la violence. On peut baliser le sujet par rapport aux différents tribunaux, qui ont chacun appliqué le concept. Ainsi, pour étudier ce thème, nous allons chercher à définir les repères pour qualifier les actes de génocide. Pour cela, nous partirons de 3 hypothèses. La première considère que le crime de génocide sert à dénoncer une infraction grave de droit international humanitaire. Pour cela, il conviendra de préciser le cadre dans lequel émarge la notion, son application et son interprétation par les différents tribunaux. Ce concept considéré comme une infraction grave de droit international humanitaire est qualifié de crime d'une exceptionnelle gravité, compte tenu de l'ampleur des massacres qu'il occasionne. Nous essayerons de déterminer les éléments pris en compte par les tribunaux pour qualifier les actes génocidaires. Pendant longtemps, il a été difficile de qualifier les crimes de génocide du fait du dol spécial qu'ils constituent. Afin de qualifier un crime de génocide,
nous analyserons, à travers les jurisprudences, l'élément intentionnel qui est le point central de ce crime. Nous nous efforcerons de ne traiter que l'application du concept par les tribunaux, sans toutefois trop nous attarder sur l'interprétation des autres crimes. En effet, nous aborderons que très sommairement les autres incriminations par rapport au crime de génocide, en essayant de faire ressortir les ressemblances ainsi que les différences, sans oublier d'établir une certaine hiérarchie entre eux. La deuxième hypothèse nous montre que la qualification des actes de crime de génocide permet de déterminer les responsables ainsi que les sanctions applicables. Nous avons constaté que les tribunaux ont consacré le principe de la responsabilité pénale individuelle directe en droit international, avec pour point important la responsabilité des supérieurs. Désormais, les juridictions internationales pourront poursuivre les personnes privées pour des violations du droit international, même si ces violations ont été commises dans le cadre interne d'un État. Peu avant les condamnations des criminels des massacres tant au Rwanda qu'en ex-Yougoslavie, aucune mention n'apparaissait quant aux personnes visées par les accusations pour crimes de génocide. On retrouvait peu de cas d'application de l'incrimination fondée sur le génocide dans la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux. Le TPY clarifie cet aspect tout en restreignant le champ des individus susceptibles d'être accusés du crime de génocide. Cependant, les jugements du TPIR viennent bouleverser le principe de la responsabilité pénale en prononçant pour la première fois des jugements de condamnation individuelle, en vue de déterminer les sanctions et les peines et la place de la victime. Première partie. La dénonciation d'une infraction de droit international humanitaire. Raoul Hilberg écrivait à propos de la destruction des Juifs que tous les organismes fournirent leurs contributions. Toutes les compétences furent employées. Toutes les couches de la société se trouvèrent représentées dans le mouvement qui enveloppa progressivement les victimes. Il en a été de même en ce qui concerne le génocide rwandais, pour ne citer que celui-ci. Dès lors, selon Ornella Rowetta, la qualité des personnalités traduites devant le tribunal pénal international pour le Rwanda rend compte de cette mobilisation totale évoquée par Raoul Hilberg. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que depuis sa création par exemple, le TPIY a mis en accusation près de 161 hauts responsables des guerres, chefs d'État, ministres, espions, officiers et miliciens. Même si l'ex-président yougoslave Slobodan Milošević est décédé quelques mois avant la fin de son procès dans sa cellule, en mars 2006. Chapitre 1 – L'émergence de la notion de génocide. Devant le développement du phénomène criminel nazi, politiciens et juristes prirent conscience de la nécessité de combler d'urgence le vide juridique concernant la protection des minorités nationales en des temps de paix. Jusqu'alors, un État pouvait opprimer et tuer ses citoyens sans être limité par une obligation internationale, et il n'existait aucune loi qu'un autre État pût invoquer pour justifier une intervention pour cause d'humanité. Aussi, afin d'appréhender le concept de génocide revisité par les tribunaux ad hoc, notre étude se basera sur l'apparition du concept de génocide, dont nous étudierons les origines et son évolution sur la scène internationale. Ensuite, nous étudierons les différentes compétences des tribunaux ad hoc, et essaierons d'identifier la notion de génocide avec les autres notions. Section 1 – L'apparition d'une notion de création récente. Dans la nomenclature des atrocités mises en acte par l'homme, une nouvelle étape a été franchie voici plus d'un demi-siècle. Il s'agissait de désigner un nouveau crime accompli par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'encontre de certaines catégories de population civile. Il fallait trouver un nouveau mot pour désigner une réalité, jusqu'alors innommable. Car le rôle du droit, c'est de nommer, de définir, d'enserrer dans des critères, afin d'appliquer un châtiment découlant d'une responsabilité individuelle. Cela constituait une innovation dans le droit international des années 40. Ainsi, le concept de génocide se réfère à une idée de destruction massive, notion qui fera l'objet plus tard d'une convention. Paragraphe 1. Une référence à l'idée de destruction massive. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États effrayés par le déchaînement de la violence qui avait ravagé le monde plus de 5 ans, ratifient une refonte des conventions de Genève dans l'espoir de se doter d'un instrument de droit solide,
destiné à préserver même dans la guerre la dignité de tous les individus. Le génocide en temps de paix provoque des tensions internationales et conduit inévitablement à la guerre. Il fut l'instrument par lequel le régime nazi renforça la prétendue unité et le contrôle totalitaire du peuple allemand, comme une préparation de la guerre. A. L'analyse du contexte relatif à son invention. Au terme du projet de convention soumis par le Conseil économique et social à l'Assemblée générale de l'ONU à Paris, le génocide est un crime atroce contre le genre humain, qui est en contradiction avec l'esprit et les fins des Nations unies et que le monde civilisé condamne. Son contexte d'apparition est marqué par la guerre et d'un refus de l'impunité. Un contexte marqué par une guerre. La fin de la guerre a mis à jour le phénomène de destruction de populations entières, groupes nationaux, raciaux et religieux, tant du point de vue biologique que du point de vue culturel. La communauté internationale s'est rendue compte de l'inhumanité des méthodes des nazis. En effet, leur plan général consistait à gagner la paix bien que la guerre fût perdue. Ce but pouvait être atteint en renversant d'une façon permanente en faveur de l'Allemagne la balance politique et démographique européenne. La population qui survivait devait être intégrée dans le système culturel et politico-économique allemand. Ainsi, une vaste destruction de groupes humains fut organisée en Europe par l'Allemagne nazie. Ainsi, se référant à la boucherie dont se sont rendus coupables les nazis au cours de la guerre, Winston Churchill disait dans un discours radiophonique d'août 1941 « We are in the presence of a crime without a name ». Nous nous trouvons en présence d'un crime sans nom. Dès lors, les voix se levèrent ici et là pour réclamer les moyens de protection contre les crimes individuels, les barbaries de masse mais aussi contre le refus de l'impunité. 2. Le refus d'impunité. Le respect des droits est à notre égard une condition essentielle pour garantir la vie, le respect et la dignité de la personne humaine, sans aucune discrimination. Pourtant, ces droits fondamentaux de l'homme sont constamment violés comme si les codes universels ne servaient à rien, et les auteurs de ces violations bénéficiaient souvent d'une impunité. En effet, par impunité, nous entendons l'absence ou l'insuffisance de sanctions répressives et préparatoires des violations des droits et libertés de l'individu. L'impunité est néanmoins illégitime au regard du droit international car elle constitue un affront à la primauté du droit, ainsi qu'à la justice qui comporte le droit à la connaissance, à la réparation des victimes et à la mémoire des peuples. En mettant en place les deux tribunaux ad hoc, le Conseil de sécurité poursuivait un but précis, celui de faire cesser les violations des droits de la personne et de contribuer au rétablissement et au maintien de la paix. L'établissement de ces tribunaux ad hoc constitue un pas important dans cette direction. De plus, il envoie aux auteurs de ces crimes et aux victimes un signal dépourvu de toute ambiguïté. Un tel comportement ne sera plus toléré. Le TPIY peut dès lors sanctionner les infractions graves aux conventions de Genève de 1949, article 2, les violations des lois ou coutumes de la guerre, article 3, les crimes de génocide, article 4 et les crimes contre l'humanité, article 5. Il en va de même pour le TPIR qui est compétent pour les crimes de génocide, article 2, et les crimes contre l'humanité, article 3, mais son statut limite sa compétence à L', article 3 commun aux conventions de Genève de 1949, et au protocole additionnel 2 du 8 juin 1977 qui le complète, article 4, ces deux textes faisant référence à la protection des personnes en temps de conflits armés ne présentant pas un caractère international. D'ailleurs, Antonio Cassés, président du TPIY, définissait à juste titre, le 4 septembre 1997, la mission confiée par la GNU cette assemblée au tribunal en ces termes. Vous avez mis fin à la culture de l'impunité, à l'impossibilité d'une amnistie historique, et vous avez rejeté la pratique immorale de promulguer des lois d'amnistie générale. Vous avez décidé que les victimes ont le droit fondamental de voir leurs persécuteurs traduits en justice. C'est une entreprise qui vise à dompter le fond sauvage de l'homme pour rendre meilleure la vie sur la terre, une entreprise des Nations Unies renouvelée digne de porter de fruits. Je vous prie de faire en sorte que cet exercice exceptionnel au plan du droit international et de la morale reçoive un soutien sans réserve et produit des résultats durables.
Je vous prie de continuer à entendre les cris des victimes de la barbarie, et de permettre que cette administration novatrice de la justice internationale devienne le sceau d'une nouvelle communauté internationale. Le génocide est le crime qui consiste en la destruction des groupes nationaux, raciaux ou religieux. L'examen des événements yougoslaves, comme celui des événements rwandais, montre l'existence de tensions anciennes entre les différentes communautés sur ces territoires. Ces tensions sont exacerbées par les responsables politiques ayant planifié le génocide, mais aussi par le sentiment que quelle que soit la gravité des exactions commises, celles-ci ont été, sont et seront couvertes par l'impunité. Ce fut le cas des massacres perpétrés au Rwanda entre 1956 et 1964, puis en 1973. Tel fut le cas durant la crise yougoslave. En effet, la désignation des Croates sous le terme des Ustashi ou des Serbes sous celui de Chetniks montrait à quel point un sentiment de frustration pouvait amener une population à régler de vieux comptes en suspens. Les souvenirs des massacres de la Seconde Guerre mondiale entretenaient le ressentiment collectif et servaient à justifier 50 ans après les exactions que nous avions connues. Il est donc évident qu'à court comme à long terme, la paix ne sera possible que si la justice est rendue aux victimes, si les responsables sont désignés et condamnés. Ainsi, le Conseil de sécurité a envisagé deux dimensions immédiates et lointaines lors de la création du tribunal. Celle-ci vise dans un premier temps à faire cesser les violations du droit international humanitaire et à en prévenir la commission de nouvelles. La Chambre de première instance soulignait: l'impunité des coupables ne ferait qu'attiser le désir de vengeance en ex-Yougoslavie, rendant précaire le retour à la légalité, la réconciliation et le rétablissement d'une paix digne de ce nom. Abordant dans ce sens, lors du dépôt d'une plainte devant le doyen des juges d'instruction de Paris avec constitution de partie civile pour génocide, contre la radio rwandaise RTLM, le directeur de Reporters sans frontières, Robert Ménard, déclarait: il est parfois des défaites qui font partie de combats que nous devons mener. En mémoire des victimes en tout premier lieu. Pour contribuer, à notre niveau, à faire avancer le droit en second lieu et en finir avec l'impunité qui est un véritable encouragement aux tueurs de demain. Ainsi, la violation du droit et l'impunité qui accompagnaient la plainte mettaient au défi les organisations des droits de l'homme de trouver de nouveaux moyens d'action, en particulier, en se propulsant sur le terrain judiciaire. En outre, dans le cas de l'ex-Yougoslavie, la Chambre de première instance soulignait que l'impunité des coupables ne ferait qu'attiser le désir de vengeance et rendrait précaire le retour à la légalité, à la réconciliation et au rétablissement d'une paix digne de ce nom. À l'inverse, la certitude que cette fois-ci les coupables devront faire face à la justice doit en effet faciliter la réconciliation entre les différentes communautés. De ce fait, dans sa résolution 827 du 25 mai 1993 créant le TPIY, le Conseil de sécurité s'est déclaré d'une part résolu à mettre fin aux violations flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes qui en portent la responsabilité soient poursuivies en justice, et d'autre part convaincu que dans les circonstances particulières qui prévalent dans l'ex-Yougoslavie, la création des un tribunal international, en tant que mesure spéciale prise par lui, et l'engagement de poursuites contre les personnes présumées responsables, permettrait d'atteindre cet objectif et contribuerait à la restauration et au maintien de la paix. De même, le Conseil a estimé que la création d'un tribunal international et l'engagement de poursuites contribueront à faire cesser ces violations et à en réparer effectivement les effets. Pour sa part, le procureur du tribunal ad hoc pour l'ex-Yougoslavie déclarait: j'ai la conviction que pour arrêter les crimes quels qu'ils soient, il n'existe qu'un seul moyen. Les criminels potentiels doivent savoir que s'ils passent à l'acte, ils seront conduits devant la justice et punis en conséquence. Pour Robert Ménard, le sentiment d'impunité qui prévalait en matière internationale vient notamment de l'absence de répression. Dès lors, cette prise de conscience collective aux revendications populaires face à l'impunité et la non-prise en compte réelle des responsabilités individuelles, a servi de débat dans les organisations nationales et internationales et stimulé les travaux quant à la compréhension de la notion de génocide. Parmi ces travaux, nous citerons ceux de Raphaël Lemkin qui tentera dès 1944 une élaboration de la notion de génocide. B.
L'élaboration de la notion de génocide. Le terme génocide a été forgé à la fin de la Seconde Guerre mondiale par R. Lemkin, alors conseiller au ministre de la Guerre des États-Unis. 1. Le texte fondateur. Selon le professeur Lemkin, le génocide est la destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique. Or, d'une manière générale, génocide ne signifie pas nécessairement la destruction immédiate d'une nation, sauf quand il est réalisé par des meurtres de masse de tous les membres d'une nation. C'est pourquoi, l'auteur complète son propos et reconnaît l'existence plutôt d'un plan coordonné de différentes actions visant à détruire les fondements essentiels de la vie des groupes nationaux, pour anéantir ces groupes eux-mêmes. Les objectifs d'un tel plan seraient la désintégration des institutions politiques et sociales, de la culture, de la langue, des sentiments nationaux, de la religion et de la vie économique des groupes nationaux. Il serait aussi celle de la destruction de la sécurité personnelle, de la liberté, de la santé, de la dignité et même des vies des individus qui appartiennent à de tels groupes. Le génocide est dirigé contre le groupe national en tant qu'entité, et les actions qui l'entraînent sont menées contre des individus, non en raison de leurs qualités individuelles, mais parce qu'ils sont membres du groupe national. Pour Ternon, le mot est forgé pour définir les pratiques de guerre de l'Allemagne nazie. En effet, il est vrai que les nazis ont voulu imposer un ordre nouveau en affirmant leur supériorité biologique, en menant à bien leur politique de génocide, déclenchant et poursuivant une guerre non contre les armées des États, mais contre des peuples. Dans cette perspective, c'est en appliquant la politique d'extermination conforme à un plan préétabli de dépeuplement qui comprend schématiquement 8 types de mesures: politique, sociale, culturelle, économique, biologique, physique, religieuse, morale, que les nazis arrivent à leur fin. C'est également le point de vue de Lemkin qui, après avoir énuméré et détaillé ces techniques de génocide, conclut que le génocide représente un système élaboré, presque scientifique, développé à un niveau jamais atteint par les nations. Dès lors, apparaît un système qui nécessite la révision de la loi internationale, car ces pratiques ont dépassé les concepts de crimes de guerre élaborés par les rédacteurs des conventions de La Haye. Celles-ci traitent d'une part des limites de la souveraineté de l'État mais restent silencieuses en ce qui concerne la préservation de l'intégrité d'un peuple. D'autre part, la loi internationale a depuis longtemps prêté un grand intérêt aux groupes nationaux, en les distinguant des États et des individus. Il convient donc de considérer la place du génocide dans la loi internationale présente et future, et d'amender les conventions de La Haye pour interdire le génocide dans toute guerre future. Tout est dit dans ce texte fondateur. Le mot forgé, le concept analysé, les propositions faites aux législateurs. La prise de conscience du rôle destructeur de l'Allemagne est mise à jour, et va favoriser la révision du droit international pénal élaboré entre les deux guerres mondiales. Il fallait organiser la société internationale afin de prévenir les événements catastrophiques occasionnés par la politique de l'Allemagne nazie. C'était nécessaire et capital. Les Alliés vont se sentir concernés et impliqués en prenant conscience de la nécessité d'une telle démarche. Par leur spécificité, les crimes nazis appelaient une incrimination nouvelle. Lemkin proposait celle de génocide. D'autres juristes avanceraient celle de crime contre l'humanité. Les deux concepts étaient très proches. Ils ne s'opposaient pas, le second incluait le premier. Toutefois, ils soulevaient des problèmes juridiques d'une ampleur et d'une complexité extrême, dont le moindre n'était pas de concilier le droit pénal international avec le principe de souveraineté des États, le souverain étant par définition celui qu'on ne contraint pas. 2. Le choix du concept de génocide selon Lemkin. L'expression meurtre de masse rendait-elle le concept précis de ce phénomène ? Nous sommes d'avis que non, puisqu'elle n'inclut pas le motif du crime, plus spécialement encore lorsque le but final du crime repose sur des considérations raciales, nationales et religieuses. Jusqu'ici, la tentative de détruire une nation et de lui faire perdre sa personnalité culturelle était désignée par le mot dénationalisation. Une fois de plus, ce terme semble inadéquat puisqu'il n'inclut pas la notion biologique. De plus, ce terme est habituellement employé pour indiquer la perte des droits de cité. De nombreux auteurs, plutôt que de faire appel au terme générique,
font usage d'expressions rendant seulement l'un ou l'autre aspect fonctionnel de la notion générique de destruction de peuples et de races. Par exemple, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.